Une minute d'avance, parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes vraiment sympas, en fait, parce que... Non, je dis ça parce que la semaine dernière, j'ai parlé pendant 1 heure sur les rapports ambivalents que les Lumières entretiennent avec l'universel moral, politique, philosophique, géopolitique même, et aucun d'entre vous ne m'a interrompu en me disant « mais enfin, quand même, l'universalisme des Lumières, c'est la science ». Alors ça aurait pu être une scène amusante, un peu à la Yannick, vous savez, le film de Quentin Dupieux où un spectateur mécontent d'assister à une mauvaise pièce de boulevard interrompt la représentation et puis sort un revolver et fait réécrire la scène. Bon, je ne veux pas vous donner des mauvaises idées, hein, surtout pas. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sympa. Pourtant, cette objection, cette idée que plus que les droits de l'homme, plus que l'impératif catégorique kantien, plus peut-être même que la liberté générale décrétée pour et par les esclaves de Saint-Domingue, eh bien, peut-être la science serait le véritable horizon d'universalité des Lumières. Eh bien, cette objection, du coup, je me la fais à moi-même. Et pour vous dire la vérité, je me la fais depuis l'an dernier. Une sorte de regret, presque de remords, de ne pas avoir consacré une séance l'an dernier dans mon parcours sur les langages de l'universel des Lumières, une séance à la question de l'universalisme scientifique. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc c'est le thème d'aujourd'hui. Alors rassurez-vous, tout de même, je n'oublie pas le programme annoncé, hein, je vais continuer à le suivre, et dès la semaine prochaine, nous entamerons notre marche en avant glorieuse vers la période contemporaine en suivant Bonaparte en Égypte et en Italie, ce qui nous permettra de réfléchir aux origines de l'impérialisme culturel. Pour le moment, une dernière pause au siècle de Voltaire, ce qui est aussi un peu pour me rassurer avant pour prendre le pied en paysage familier. Alors Voltaire, Voltaire, parlons-en justement. On connaît le philosophe engagé, on connaît l'auteur du dictionnaire philosophique, du traité sur la tolérance, l'homme de théâtre aussi, même si ses pièces ne sont plus beaucoup jouées, ce qui est dommage. On connaît évidemment l'auteur de Candide et des autres contes. On oublie parfois que Voltaire s'est aussi passionné pour les sciences. Non pas qu'il ait lui-même contribué à de nouvelles découvertes, mais il fut un amateur éclairé et un vulgarisateur inspiré. Et il a joué un rôle très important dans la diffusion en France de la physique de Newton, qu'il avait découverte lors de son exil en Angleterre. Et il a notamment publié en 1738 des éléments de la philosophie de Newton, dont vous voyez ici le frontispice. C'est un point qu'il ne faut pas négliger, parce que le combat pour la physique, autour de la physique newtonienne et pour la physique newtonienne a été un élément essentiel de l'histoire intellectuelle des Lumières, notamment en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, et ce que a très bien montré l'historien américain J.B. Schenck. Or, le newtonianisme, comme on disait au XVIIIe siècle, a beaucoup à voir justement avec la question de l'universalité de la science. Ce sera mon fil rouge. Et cette universalité de la science, en première acception, on va voir après comment les choses évoluent, on peut la définir, je crois, de 2 façons. Soit sous l'angle des résultats de la science. On dira alors que leur force, à ces résultats, c'est de proposer des lois scientifiques qui valent partout, toujours. Soit, à l'inverse, ou conjointement, sous l'angle de la participation de tous, en tout cas potentiellement, à ces résultats. Donc, dans le premier cas, on dit que la science édicte les lois universelles de la nature. Dans le second cas, on dira que la science appartient à tous, qu'elle n'est pas réservée à un groupe spécifique. Alors, on va dire, les deux sont liés, c'est parce que les résultats de la science sont les mêmes
partout, que chacun, en tout point du monde, est capable d'y accéder. Et même que la collaboration internationale des savants est une condition des progrès scientifiques. Mais en réalité, on peut très bien imaginer des lois qui organisent le monde naturel et qui ne seraient connues que d'une petite élite, que celle-ci soit définie en termes sociaux, ethniques ou même sacerdotaux. Ce qui fonde l'universalité de la science moderne, c'est donc bien l'articulation entre deux postulats, celui de loi de la nature, régulière, immuable, et celui d'une commune intelligence, universellement distribuée, capable d'accéder à ces vérités, capable de les comprendre. Alors, sur le premier volet, donc celui de l'universalité des lois de la nature, on peut suivre l'analyse de la grande historienne des sciences, Lorraine Daston, qui a montré que l'idée même de loi universelle de la nature, que le savoir scientifique serait chargé de découvrir, est une nouveauté du XVIIIe siècle. Dans un petit livre traduit récemment, qui s'appelle « Contre nature », Daston distingue trois conceptions. Trois conceptions qui, au fond, permettent de mettre un peu d'ordre dans le millefeuille de signification que recouvre le mot « nature ». Premier sens, c'est ce qu'elle appelle la nature spécifique. C'est la nature, au sens où on dit la nature d'une chose ou d'un être, qui désigne son essence, ce qui la caractérise en propre, ce qui la définit, ce qui fait qu'elle est ainsi et pas autrement. Alors, on pourrait dire, par exemple, si vous dites que la nature de l'homme est d'être un animal sociable, bon, vous avez caractérisé ce qui fait sa spécificité. C'est d'ailleurs ce sens-là spécifique, c'est le sens originel du mot physis en grec et du mot natura en latin. Mais Daston remarque aussi d'ailleurs que le mot dharma en sanskrit a à peu près la même signification. Je n'ai pas vérifié, je vous laisse le faire. Les natures spécifiques ont la caractéristique d'être immuables. Elles assurent donc l'ordre de la nature et se prêtent à la classification. La transgression de ces natures spécifiques, elle est possible, mais elle donne naissance à ce qu'on appelle des monstres, c'est-à-dire des êtres qui sont véritablement contre nature, en ce premier sens de nature. Mais il y a un deuxième sens, lui aussi assez traditionnel, qui est celui des natures locales. C'est comme ça que Daston les appelle, un mélange de climat, de flore, de faune qui définit un paysage particulier, un environnement localisé. Une oasis dans le désert, une forêt tropicale, la haute montagne. Ces natures, par définition, ne sont pas universelles, puisqu'elles sont localisées, mais elles sont relativement stables et prévisibles. Si vous êtes dans le désert, vous pouvez faire la prévision qu'il ne va pas pleuvoir dans la journée. Alors c'est vraiment que le dérèglement climatique va trop loin. Donc en fait, ces natures locales, elles se prêtent bien à la connaissance, mais elles sont l'objet d'une science qui décrit des spécificités et prévoit des régularités. Tous les savoirs naturalistes du début de l'époque moderne reposent sur cette conception-là de la nature. Et enfin, troisième sens, celui d'une nature uniforme, au sens où on dira la nature, régulée par des lois universelles, immuables, inviolables. Alors aujourd'hui, elle nous est très familière, mais elle est récente. Daston rappelle qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, on parlait parfois de règles, d'axiomes de la nature, mais que ça ne désignait jamais des lois universelles valables partout et toujours. Je la cite, « La nature était au contraire envisagée comme un patchwork de régularités diverses et de juridictions dont la rigueur était variable. » Et donc cette idée de loi naturelle universelle est apparue au XVIIe siècle, quand des grandes figures de la révolution scientifique, comme Boyle, Descartes, Leibniz, ont progressivement calqué l'idée de loi de la nature sur celle de volonté de Dieu, pour expliquer l'univers comme une grande machine régie par des lois connaissables et traduisibles dans un langage mathématique. Son archétype, celle qui aura la force la plus grande, eh bien, c'est la loi de la gravitation universelle de Newton, qui pose le fondement d'une interprétation du monde physique comme homogène et mathématisable. C'est pourquoi son triomphe au XVIIIe siècle, le triomphe
j'ai évoqué de la pensée de Newton, qui est pensée à la fois comme une physique et une philosophie naturelle, et d'une importance considérable. Alors, bien sûr, les deux autres conceptions de la nature ne disparaissent pas pour autant. Elles sont restées influentes. Par exemple, un exemple, c'est qu'une science émergente, comme l'économie au XVIIIe siècle, était partagée entre un imaginaire universaliste, incarné notamment par les physiocrates et plus tard par les économistes libéraux, et d'autre part des courants très actifs qu'on appelait au XVIIIe siècle notamment la physique économique, attachée à décrire la spécificité des productions locales, comme l'a montré notamment Arnaud Rhin, enfin pas notamment, c'est lui qui l'a montré dans un livre important, Les savoirs perdus de l'économie. Et néanmoins, pourquoi perdu ? Eh bien parce que, comme vous le savez, c'est le premier courant qui l'a emporté, entraînant une conception de l'économie politique comme une science modélisatrice et mathématisée. De fait, la science newtonienne et la philosophie de la nature qui lui étaient associées se sont imposées très largement au cours du XVIIIe siècle comme le nouveau paradigme d'un savoir universel où la volonté de Dieu qui avait servi à l'origine de modèle avait désormais disparu, puisque même Dieu ne pouvait plus intervenir pour modifier ses lois, ce qu'on appelait traditionnellement des miracles, quand Dieu intervient pour modifier les lois de la nature. Et donc, Daston, dès lors que Dieu est présent, était le modèle, mais qui est désormais absent, eh bien, Daston parle d'une métaphysique laïque, celle d'un monde réglé par une volonté implacable, mais absente. Ce qui est important, c'est que cette universalité des lois de la nature n'était pas seulement une proposition théorique ou métaphysique. Elle impliquait des calculs, elle impliquait des mesures, elle impliquait des expériences dans le monde entier. Alors, dans un très bel article, devenu maintenant un classique un peu de l'histoire des sciences, qui s'appelait Newton sur la plage, Newton on the beach, traduit en français dans le recueil La fabrique de la science moderne, grand historien des sciences britannique Simon Scheffer a montré que Newton avait été tributaire, pour sa théorie notamment des marées et de l'attraction lunaire, des calculs, il était tributaire des calculs et des mesures effectués dans de nombreux lieux où il n'avait jamais mis les pieds, tant que lui-même n'a jamais vu la mer, c'est une théorie des marées, et des mesures prises par des marins, des navigateurs, des officiers de la Compagnie des Indes, si bien que la science universelle newtonienne impliquait de mobiliser des réseaux d'informations dans le monde entier, de tester en permanence le crédit et la fiabilité des informateurs locaux, mais au final, c'est quand même le mythe d'un Newton solitaire et génial qui s'est imposé. L'universalité, d'une certaine manière, est à ce prix. Elle suppose une centralisation de la production du savoir depuis un centre qui est aussi un centre savant, mais qui est aussi un centre impérial et marchand, Londres, et une institution, la Royal Society, dont Newton était le président. Il en alla de même quelques années plus tard avec les résultats du voyage de la Condamine en Amazonie, voyage entrepris justement pour mesurer la taille du méridien à l'équateur et confirmer la théorie de Newton sur la forme de la Terre. Or, dans son récit, publié en 1751, la Condamine efface soigneusement les traces de ses informateurs et de ses aides étrangers, comme l'a montré Neil Saphir. Progressivement, au cours du siècle, on peut noter un double mouvement, en partie contradictoire. D'une part, une accentuation des logiques patriotiques qui font de la science l'enjeu des rivalités entre les grands États européens. La fondation d'académies des sciences dans toute l'Europe, sur le modèle de la Royal Society ou de l'Académie des sciences de Paris, correspond justement à l'affirmation de ces ambitions. La fondation, par exemple, la fondation de l'Académie de Berlin par Frédéric II, ou celle de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand, ces académies étaient des instruments de prestige et de pouvoir, des attributs de la puissance royale ou impériale. Autrement dit, je vous engage à prendre avec beaucoup de pincettes la fameuse image de la République des lettres,
parfois élargie en République des sciences, qui désignait à la Renaissance et au XVIIe siècle un réseau de savants et d'érudits dont la coopération intellectuelle à travers des voyages et les correspondances outrepassait les frontières politiques et confessionnelles. Alors bien sûr, ces pratiques persistent au XVIIIe siècle, notamment les grands savants des Lumières entretenaient d'impressionnants réseaux de correspondance, mais il reste que la République des lettres était essentiellement un idéal, une fiction, un idéal régulateur, celui d'une autonomie du savoir, bien plus qu'une réalité sociale. Et même comme idéal, c'était un idéal de moins en moins revendiqué au fur et à mesure que l'alliance entre les savants et les pouvoirs étatiques se renforçait au cours du XVIIIe siècle. Alors pour autant, j'ai parlé d'un double mouvement. Donc d'une part, ce renforcement des liens avec les États et avec une forme de nationalisation des sciences, mais aussi, néanmoins, de l'autre côté, l'horizon d'une coopération transnationale restait importante. Les académies fonctionnaient en réseau grâce à la publication de leurs résultats, grâce aussi à l'existence de nombreux journaux savants, grâce enfin à l'existence de membres associés ou correspondants, parfois même au-delà des maires. Par exemple, le savant et journaliste mexicain José Antonio Alzate fut élu membre correspondant de l'Académie des sciences à Paris et lui-même s'efforçait, dans ses journaux, de diffuser certaines découvertes de la science européenne. Cette dimension internationale de la science des Lumières trouvait toutefois ses limites dans la confrontation avec les savoirs autochtones, ce dont Alzate lui-même se plaignait, regrettant le manque d'attention des Européens aux savoirs locaux, comme l'a montré l'historienne Gabriela Goldin-Markovitch. Le Pacifique peut ici servir de test. Il y a 2 ans, j'avais évoqué, certains s'en souviennent peut-être, donc le cas de Tupaya, ce grand prêtre tahitien qui s'est embarqué avec les Anglais en 1769 et a conduit James Cook jusqu'en Nouvelle-Zélande où il a servi d'intermédiaire avec les Maoris. Tupaya était dépositaire de savoirs ancestraux en matière d'astronomie et de navigation. Aujourd'hui, la carte des îles du Pacifique qu'il a dressée pour James Cook est devenue une image presque iconique de la collaboration transculturelle, comme si elle avait réalisé la fusion des savoirs géographiques britanniques et polynésiens. Dans un livre récent d'histoire globale des sciences, qui porte d'ailleurs ce titre, James Poskett en a même fait l'exemple d'une influence, le symbole presque, d'une influence décisive des savoirs autochtones sur la science européenne. Mais, à mon avis, c'est une vision beaucoup trop optimiste, totalement idéalisée. En réalité, comme je vous l'avais montré à l'époque, cette carte n'a pas été utilisée par les Britanniques, ils n'en ont pas compris l'utilité, ils ont pensé qu'elle était erronée, et ce n'est que très récemment que les historiens des sciences ont commencé à s'y intéresser et ont cherché à comprendre son fonctionnement. Comme l'écrit un autre historien des sciences, David Turnbull, cette carte est plutôt le témoignage d'une méconnaissance, elle révèle une incompréhension et sans doute une bonne dose de condescendance de la part des navigateurs britanniques à l'égard des savoirs autochtones. Pourtant, quelques années plus tôt, le grand savant Maupertuis, un des fers de lance de la révolution newtonienne, devenu président de l'Académie des sciences de Berlin, avait publié un petit livre dans lequel il prônait l'exploration des mers du Sud, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Pacifique, comme une des priorités scientifiques de son temps. Et il proposait un modèle de cosmopolitisme scientifique intégral en imaginant, je le cite, un collège des sciences étrangères qui aurait réuni des Chinois, des Indiens, des Égyptiens, chacun faisant profiter les autres des connaissances accumulées par des siècles de culture. Et il ajoutait même, peut-être, n'en faudrait-il pas exclure les nations les plus sauvages. C'était très audacieux, c'était, au fond, vous le voyez bien, l'utopie d'un véritable universalisme savant permettant un progrès des sciences par la confrontation
et la communication des savoirs, loin de tout eurocentrisme. J'ai à peine besoin de vous dire que l'idée est restée lettre morte, en tout cas au XVIIIe siècle. Et pourtant, le Pacifique a bien été un des laboratoires de l'universalisation, ou du moins de l'internationalisation des savoirs à l'échelle européenne. L'existence d'une véritable communauté scientifique internationale, pourvue de ses institutions propres permettant la collaboration, par exemple les congrès scientifiques internationaux, vous le savez, ne date que de la seconde moitié du XIXe siècle, donc bien plus tard. Mais on trouve déjà une des premières évocations de ce genre de projet dans un texte qui est le discours préliminaire, rédigé par l'éditeur du Voyage autour du monde de la Pérouse, paru en 1797. Je vous rappelle, bon, vous connaissez toute cette histoire, je vous rappelle que la Pérouse avait été chargée par Louis XVI d'une expédition dans le Pacifique, il avait disparu, et que son absence fut longtemps un mystère, jusqu'à ce qu'on retrouve les restes de son navire à Vanikoro sous la Restauration. Durant la Révolution, les autorités firent publier le journal de la Pérouse, c'est-à-dire la partie qu'il avait fait envoyer en France lors de sa dernière escale. Dans son discours préliminaire, l'officier et géographe Louis-Antoine Millet-Murau prit soin d'insister sur l'importance d'une collaboration internationale en vue d'une exploration complète et systématique du globe. La solution qu'il imaginait, c'était tout simplement de réunir, je le cite, une sorte de congrès formé par des agents des principales puissances maritimes qui voudraient participer à la gloire d'une telle entreprise. Le congrès serait composé d'astronomes, d'hydrographes, de marins chargés de dresser une instruction générale pour des expéditions à faire. Et puis ensuite, on diviserait entre l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, le Portugal, la Russie, les États-Unis et la France. Alors, il ne faudrait pas prendre ce texte pour ce qu'il n'est pas, car c'est le même Millet-Murau qui, au même moment, envoyait des rapports secrets pour encourager la France à envahir Formose et à contrer les ambitions des infâmes Anglais dans leurs ambitions commerciales avec la Chine. L'idéal affiché de coopération scientifique était donc apparemment compatible avec un discours plus souterrain de rivalité impériale et commerciale. Mais le point essentiel tout de même, c'est que l'internationale savante envisagée, vous avez entendu la liste des pays, là on n'était plus sur les Égyptiens, les Indiens et les nations sauvages, non, ici il s'agissait désormais d'une sorte de consortium des puissances coloniales, d'un découpage du monde au service de l'Europe. La science, apparemment désintéressée, était au service d'une prise de possession européenne du monde. L'universalisme scientifique s'affirme ainsi de façon à demi avouée comme le langage d'une alliance impérialiste. Alors, la question de l'universalisation de la science, néanmoins, n'est pas seulement celle de son élargissement géographique, mais aussi celle de sa diffusion au-delà des milieux savants, c'est-à-dire de son caractère public. Dire que la science est universelle, je faisais allusion tout à l'heure, c'est aussi dire qu'elle appartient à tous, que chacun peut avoir accès à ses résultats. Les savants des Lumières ne sont pas des clercs, en tout cas ne se pensent pas comme des clercs possesseurs d'un savoir ésotérique transmis par la tradition, mais des producteurs d'un savoir rationnel, accessible à tout être humain doté de raison. Autrement dit, l'universalité de la science implique sa publicité. Et c'est ici que nous retrouvons Voltaire et ses efforts pour diffuser en France la physique de Newton. Voici ce qu'il écrit dans l'introduction de la deuxième partie des éléments de la physique de Newton. Alors je vous remets, le titre et le frontispice. Vous noterez d'ailleurs que le titre, c'est « Éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde », ce qui est tout à fait important, mis à la portée de tout le monde. Et voilà ce qu'écrit Voltaire dans l'avant-propos, dans l'introduction. On tâchera donc
de mettre ces éléments à la portée de ceux qui ne connaissent de Newton et de la philosophie que le nom seul. La science de la nature est un bien qui appartient à tous les hommes. Tous voudraient avoir connaissance de leur bien peu ont le temps ou la patience de le calculer. Newton a compté pour eux. Il faudra ici se contenter quelquefois de la somme de ces calculs tous les jours. Un homme public, un ministre, se forme une idée juste du résultat des opérations que lui-même n'a pu faire. D'autres yeux ont vu pour lui, d'autres mains ont travaillé et le mettent en état, par un compte fidèle, de porter son jugement. Tout homme d'esprit sera à peu près dans le cas de ce ministre. Alors, 2 points m'intéressent particulièrement dans ce texte. D'abord, cette affirmation. La science de la nature est un bien qui appartient à tout le monde. Et vous avez là l'explication du titre que j'ai donné à cette séance. L'universalité de la science, le fait qu'elle appartient à tous, qu'elle est un bien commun, tient ainsi à sa publicité. Nous sommes au cœur du projet d'émancipation par le savoir qui définit les Lumières. La connaissance se partage universellement. Mais cela implique-t-il que chacun puisse contribuer également au savoir scientifique ? Ce n'est pas ce que dit Voltaire. C'est le second point. Ce que dit Voltaire, c'est plutôt qu'il évoque une forme de division du travail. Le travail scientifique nécessite du temps et de la patience. Il implique une forme de spécialisation, de professionnalisation. Mais il importe que cette spécialisation ne se traduise pas par un monopole du savoir scientifique, mais au contraire par sa diffusion la plus large possible. Vous remarquerez que dans le texte que je viens de lire, et c'est très intéressant, la division du travail entre les savants et ceux qui sont en quelque sorte les destinataires de ce savoir scientifique, les propriétaires légitimes de ce bien universel et commun, eh bien, cette division ne repose pas sur une hiérarchie des intelligences. Voltaire, qui par ailleurs a été un des promoteurs de la figure du grand homme, bienfaiteur de l'humanité, ici il ne pose pas du tout la question en ces termes. Il ne s'agit pas de vulgariser, comme on dirait aujourd'hui, la pensée d'un génie incomparable auprès d'un public curieux mais moins compétent. Pas du tout. Ici, le savant, c'est celui qui a le temps et la patience de se livrer à des calculs, celui qui s'est spécialisé dans un domaine que chacun serait potentiellement capable, sans doute, s'il s'en donnait le mal, de découvrir. Mieux même, vous avez entendu plutôt, le lecteur est mis dans la position d'un ministre qui aurait confié à ses commis, à ses agents, le soin de lui faire des rapports fiables, grâce auxquels il pourra former son jugement et prendre des décisions, agir. Alors, peut-être qu'il y a là une forme de flagornerie discrète de Voltaire à l'égard de son lecteur, mais surtout, Voltaire sait très bien qu'il s'adresse à un public aisé, instruit, à ce qu'on appelait alors la bonne société, à des gens qui souvent se piquaient eux-mêmes d'être des amateurs de science, c'est-à-dire des scientifiques amateurs. Pour leur faire admettre l'autorité spécifique du savant, fondée sur un travail spécialisé, long et coûteux, il lui fallait mettre ses lecteurs dans une position confortable à laquelle ils seraient contents de s'identifier. Quoi de mieux que ministre ? Enfin, il est frappant que Voltaire parle du ministre, comme vous avez entendu, d'un homme public. Le ministre est un homme public. Public, ici, signifie qui est lié à l'État, qu'il travaille au bien commun, conformément au sens traditionnel du terme, celui qu'on retrouve dans res publica, la chose publique, qu'on trouve encore aujourd'hui dans service public. Mais l'expression fait signe aussi vers une nouvelle conception du public, très marquée au XVIIIe siècle, et à la publicité, c'est-à-dire à la diffusion du savoir ou de la culture vers la société. Car, jusque-là, le ministre, traditionnellement le ministre qui lisait des rapports de son administration, se gardait bien de les faire connaître, en particulier au XVIIIe siècle, où le domaine de l'information politique relevait
évidemment du secret, de l'opacité, de ce qu'on appelait traditionnellement dans la philosophie politique les arcana imperii, les arcanes, les secrets de l'Empire, les arcanes du pouvoir. Et Voltaire joue donc de la comparaison entre le lecteur et le ministre, mais en tordant le sens, puisque le ministre, cet homme public, cet homme de l'État, devient ici un homme du public, le lecteur d'un livre qui rend disponible, universellement accessible, le savoir produit par les savants. L'homme de science sert à la fois l'État et la société, donc le public et le public, autrement dit, la publicité de la science, dans ce double sens, est au cœur du projet politique des Lumières. Alors je résume. L'universalité de la science réunit plusieurs dimensions. J'en avais évoqué 2 en commençant, finalement elles sont 3. J'espère qu'on va s'arrêter là. Premièrement, donc, une conception de la nature régie par des règles immuables, toujours et partout valables. Conception qui potentiellement peut être élargie à la société, à la politique, voire à la morale, et ce sera longtemps un des objectifs des sciences sociales. Qui sera le Newton du monde social? C'est la grande question des 19e et 20e siècles. Deuxièmement, l'ambition d'une science élargie à l'échelle internationale, fondée sur la coopération, qui s'affranchit des frontières et des identités, même si, vous l'avez vu, cette internationalité est très vite réduite à l'Europe, et elle le sera tout au long du XIXe siècle. Enfin, troisièmement, un idéal du savoir scientifique comme appartenant à tous, comme un bien commun auquel chacun peut et doit avoir accès. Ce sont ces 3 dimensions qui, quoique logiquement distinctes, ont fini par faire système dans la conception idéale de la science moderne qui s'est imposée au XIXe et au XXe siècle. Quand on dit la science moderne est universelle, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est ces 3 dimensions qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Alors, un des auteurs qui a le plus fortement contribué à donner à cette vision idéale une force d'objectivité, c'est un sociologue américain très important, une des figures majeures de la sociologie des sciences au XXe siècle, qui est Robert Merton. Merton est né en 1910 dans un milieu juif populaire très pauvre de Philadelphie. Il a réussi à être admis à Harvard, ce qui était pour son milieu d'origine et à cette époque un exploit. Il a fait une thèse sur les origines de la science expérimentale dans l'Angleterre du XVIIe siècle, thèse tout à fait importante dans laquelle il a mis en avant l'importance du puritanisme anglais dans l'invention de la science expérimentale moderne. Et il a mené ensuite une carrière extrêmement brillante qui l'a conduit à enseigner la sociologie à l'Université Columbia à New York pendant une 50aine d'années, devenant une sorte de pape de la sociologie des sciences et plus généralement, plus largement, de la sociologie américaine. Pour une introduction à l'œuvre et à la vie de Merton, je vous signale un petit livre très utile publié par Arnaud Saint-Martin, qui est un des meilleurs spécialistes en France de Merton. Alors on doit à Merton toute une série de concepts importants, comme celui, par exemple, de prophétie autoréalisatrice, ou encore de l'effet Mathieu, qui décrit l'accumulation des ressources et du prestige sur quelques scientifiques ou quelques institutions. Vous savez, on résume en général en disant à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup donné. Et en tout cas, il y a comme ça plusieurs concepts intéressants chez Merton, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sa définition de l'éthos scientifique qu'il a développé dans un article pourtant court, intitulé La structure normative de la science, mais qui a eu une influence considérable. Cet éthos chez Merton désigne des normes de comportement qui régissent l'activité des savants et sont garanties par les institutions de la communauté scientifique. Ces normes sont au nombre de 4,
l'universalisme d'abord, plus important. Ensuite, le communisme. Rassurez-vous, on est aux États-Unis, donc c'est pas ce que vous croyez. En fait, c'est la circulation, la mise en commun des connaissances, le fait qu'elles circulent librement. Et d'ailleurs, Merton parlera après de communalisme pour éviter les ambiguïtés. Donc, universalisme, communisme, désintéressement, et enfin, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est tout à fait important et c'est très intéressant, c'est l'idée d'un scepticisme organisé. L'universalisme, c'est donc un trait fondamental de cette définition de la science, qui est donc à la fois sociologique et normative. C'est le premier critère, il désigne la façon dont les scientifiques évaluent la vérité d'une thèse scientifique en faisant abstraction de toute considération personnelle tenant à son auteur. C'est ce caractère impersonnel de la science qui assure son objectivité. Le corollaire, c'est que tout le monde, en principe, peut participer au travail scientifique. La carrière scientifique, dit Merton, doit être ouverte à tous les talents. La science est universelle parce que son unique critère de vérité ne dépend jamais de la personne du chercheur. Alors, ce que l'on oublie parfois, c'est que le texte a été publié pour la première fois en 1942, dans un contexte particulier, je n'ai pas besoin de développer, qui était bien sûr celui de la Deuxième Guerre mondiale et de la défense des démocraties contre les puissances fascistes. Plus largement, il s'inscrivait dans une réflexion menée par de nombreux savants et intellectuels états-uniens dans les années 1930 sur le lien ou les liens entre science et démocratie. Pensez par exemple au grand philosophe pragmatiste John Dewey qui, justement, dans ces mêmes années, s'efforçait de proposer une théorie de la science et de la démocratie articulée aux vertus de ce qu'il appelait l'enquête publique. Selon l'historien David Hollinger, cette dimension très politique du projet de Merton en 1942 a été ensuite gommée par les rééditions successives du texte, qui d'ailleurs a perdu son titre original. Le titre original était beaucoup plus explicite, c'était une note sur la science et la démocratie. Et c'est pourtant bien dans ce premier contexte, celui de 1942, qu'il faut comprendre la théorie de l'éthos scientifique développée par Merton, qui était d'abord une défense de la culture démocratique inhérente à la modernité libérale héritée des Lumières. Et l'universalisme était justement, pour Merton, la valeur pivot qui permettait l'identification des normes scientifiques et des valeurs démocratiques. Merton écrit « L'éthos de la démocratie inclut l'universalisme comme un principe directeur dominant. La société démocratique se caractérise par des critères impersonnels d'accomplissement et non par la fixation d'un statut. Dans la mesure où une société est démocratique, elle permet l'exercice de critères universalistes dans la science. Autrement dit, la démocratisation des sociétés, définie, conçue comme la capacité de tous à jouir de droits égaux, eh bien, elle est la condition même de l'activité scientifique. Pas de science véritable sans démocratie, peut-être d'ailleurs pas de démocratie sans science. L'universalisme scientifique de Merton est le langage normatif de la science européenne triomphante dans l'Amérique progressiste des années 30. Alors, ce caractère normatif de la description par Merton des valeurs qui fondent la communauté scientifique s'est révélé d'une grande efficacité pour défendre justement les conceptions démocratiques et universalistes de la science, et notamment les droits humains à contribuer à la science et à profiter de ses acquis, droits qui sont reconnus par l'ONU depuis 1948. Et je vous renvoie ici, pour beaucoup plus de détails et de précisions, au cours très important donné l'an dernier par ma collègue Samantha Besson sur le droit international de la science. Alors inversement, donc très grande efficacité normative, et puis évidemment sur le plan descriptif, inversement, il a parfois été reproché à Merton d'avoir une vision trop irénique, trop idéaliste de la science. Et
parmi d'autres, c'est le reproche que lui faisait, par exemple, Pierre Bourdieu, qui insistait pour sa part sur les conflits inhérents au champ scientifique. Or, il est assez significatif que dans son dernier cours au Collège de France, dernière année de cours, au début des années 2000, cours consacré à la sociologie de la science, et publié sous le titre « Science de la science et réflexivité », Bourdieu ait fait une sorte de mea culpa, ça ne lui arrivait pas très souvent, il faut bien dire, mais un petit mea culpa, dans lequel il dit « Bon, dans ma jeunesse, j'étais très critique vis-à-vis de Merton, j'ai peut-être exagéré. » Bon, il ne le dit pas comme ça, mais enfin, c'est l'idée. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Eh bien, parce que je voudrais justement m'arrêter un moment sur la réflexion de Bourdieu à propos de l'universalité de la science. Je crois que c'est une question qui traverse toute son œuvre, cette question de l'universalité de la science, non pas à la façon des grands concepts comme champ, habitus ou capital, mais comme une difficulté, un problème autour duquel il n'a cessé de tourner, auquel il n'a cessé de revenir. Une sorte d'embarras de l'universel, pour reprendre une formule de Stéphane Van Damme dans son livre « La prose des savoirs ». Alors Bourdieu, vous le savez, a construit sa sociologie à bien des égards contre la prétention de la philosophie à produire des vérités et des normes universelles, atemporelles. Bourdieu lui oppose donc à la philosophie une réflexion sur la genèse historique et sociologique des concepts, des normes et des valeurs. Dans ce cadre, l'universel est pensé comme l'enjeu des conflits à l'intérieur des champs culturels. Ces champs culturels, sont d'abord des lieux de compétition pour s'arroger le droit à parler au nom de l'universel. Autrement dit, les intellectuels ou les savants ont tendance à faire passer leurs intérêts particuliers pour des intérêts généraux, et c'est ce que Bourdieu appelle des stratégies d'universalisation. Il parle même de l'universalité des stratégies d'universalisation. Vous savez, il aimait beaucoup ce genre de formule. En ceci, il peut sembler n'être pas si loin de la critique marxiste de l'universel comme idéologie des dominants. Mais justement, Bourdieu ne se contente pas de cette lecture. Et à vrai dire, cette lecture ne peut pas le satisfaire. Elle ne peut pas le satisfaire sur un plan théorique parce qu'il cherche à échapper au relativisme radical qui conduit au cynisme, mais surtout elle ne peut pas le satisfaire sur un plan à la fois pratique, plus personnel, presque existentiel, parce qu'il croyait profondément à la capacité de la science, et en particulier de cette science qu'est la sociologie, à produire des vérités universelles. Il lui fallait donc montrer que l'universel n'est pas seulement le résultat de stratégies d'universalisation des intérêts particuliers. Ce qui, évidemment, n'était pas une tâche facile dans son propre modèle théorique. Pour le dire d'une formule qui ressemble à justement un pastiche, comment sauver la science sociologique de la critique sociologique de la science ? La réponse est passée à la fin des années 1980 par une réflexion sur ce que Bourdieu appelle l'intérêt au désintéressement. C'est le titre des cours qu'il a donnés au collège entre 1987 et 1989 et qui ont été publiés en 2022. Tardivement, pourquoi ? Eh bien parce que ces cours n'avaient pas vocation à être édités, et c'est d'ailleurs un des éléments amusants, car Bourdieu y répète à plusieurs reprises qu'il ne veut en aucun cas être enregistré. Tout l'intérêt d'un cours, disait-il, c'est qu'on y dit des choses qu'on n'écrirait jamais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on fait des rapprochements un peu rapides, des propositions audacieuses, qu'on critique de manière un peu rapide des collègues. Tout ça, il dit, c'est bien, on peut le dire en cours, mais surtout ne m'enregistrez pas. Alors je ne sais pas ce qu'il aurait pensé du fait qu'aujourd'hui, les cours sont disponibles en ligne 2 jours plus tard. Ça l'aurait sans doute beaucoup effrayé. Quoi qu'il en soit, ce cours sur l'intérêt au désintéressement est une étape très importante, à mes yeux, dans la réflexion de Pierre Bourdieu sur l'universel. Parce que ce cours lui permet de montrer que certains, notamment les savants et les intellectuels, dans la compétition pour le succès et la reconnaissance, ont objectivement intérêt non seulement à paraître désintéressés,
d'accord, mais en réalité à l'être vraiment. Si bien que l'universel n'est pas une idéologie factice, mais le résultat qui émerge du fonctionnement normal de certains champs, pas tous, mais de certains champs spécifiques, tels qu'ils se sont historiquement constitués, notamment le champ scientifique. Et ce que l'on découvre à la lecture de ce cours, et que j'ai découvert récemment, c'est que cette notion d'intérêt au désintéressement, Bourdieu l'a élaborée à partir du monde du droit, sur la base d'un texte du chancelier d'Aguesseau à la fin du XVIIe siècle. Un texte qui défend l'autonomie des avocats au service du public, ce bien public dont nous avons parlé tout à l'heure. Au fond, Bourdieu voit la matrice de l'universel moins dans la science puritaine de Merton, enfin des Anglais du XVIIe siècle vus par Merton, que dans le sens de l'État de la bourgeoisie janséniste. Alors il faudrait plutôt parler de noblesse de robe, plutôt que de bourgeoisie, mais enfin, ne pinaillons pas. Et de fait, Bourdieu consacrera plusieurs années de cours les années suivantes à la sociologie de l'État. C'est le cours sur l'État qui lui aussi a été publié. Il a donc ainsi élaboré une sorte de genèse historique de l'État comme vecteur de l'universel à travers la notion de service public. Alors, ensuite, Bourdieu est revenu à nouveau sur cette question dans son livre le plus philosophique, Les Méditations pascaliennes, dans lesquelles il repart du droit et de l'État avec une ouverture plus marquée vers la démocratie pour affirmer que l'universalité du droit, et notamment du droit libéral, même si elle ne doit pas être exagérée, même si elle ne doit pas être considérée comme un absolu, eh bien, elle produit des effets positifs en assurant des progrès moraux et politiques. Et il en va de même dans l'ordre du savoir. Le livre se présente, vous le savez, comme une critique de la raison scolastique. Alors, ce que Bourdieu appelle la raison scolastique, c'est une raison non réflexive, une raison qui s'aveugle sur ses propres conditions sociologiques, et dont le modèle serait, au fond, la raison kantienne. Nous avons parlé la semaine dernière. Alors, on retrouve là un thème qui est très ancien chez lui. La critique kantienne de la raison pure ne va pas assez loin. Elle idéalise la raison qu'elle critique. Il faut donc lui adjoindre une critique sociologique, une critique sociale de la raison. Et cette critique sociologique n'est pas une dénonciation de l'idéologie universaliste de la raison. Ce n'est pas simplement dire non, l'universalisme de la raison n'existe pas. C'est une analyse des conditions dans lesquelles un véritable progrès de la connaissance vers l'universel est possible. Et justement, pour Bourdieu, c'est cette analyse critique que les Lumières n'ont pas su faire. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme Kant, elles étaient prisonnières d'une conception naïvement universaliste de la raison, pensée comme une capacité commune à tous les êtres humains, sans s'interroger sur les inégalités sociales dans l'accès à l'universel. Par exemple, les inégalités dans l'accès à la science, à la culture, à l'éducation. Autrement dit, les philosophes des Lumières, en généralisant leur propre aptitude au raisonnement éclairé, se sont arrogés un monopole de l'universel. Monopole qui joue au profit des savants, au profit des intellectuels, qui peut se transformer à l'échelle d'une nation en impérialisme de l'universel, dit Bourdieu, un monopole qui critique les autres, le peuple, les femmes, les minorités, les colonisés, au nom d'un universel qui leur est refusé, puisqu'il est défini précisément par ce qui leur manque. Par exemple, le détachement critique à l'égard des croyances. Donc cette idée que le détachement critique à l'égard des croyances, pensé comme un universel de la raison, si on ne réfléchit pas sur le fait qu'il y a des conditions sociologiques et sociales qui permettent à certains d'accéder à cette raison critique et pas à d'autres, eh bien, on va l'utiliser pour exclure du cercle de la raison, comme on dira plus tard, ceux à qui il n'a pas été donné la chance d'y accéder. Cela conduit à ce que Bourdieu appelle, et c'est en italique dans le texte, l'obscurantisme des Lumières.
l'obscurantisme des Lumières, formule évidemment provocatrice, apparemment paradoxale, et que Bourdieu développe ainsi, l'obscurantisme des Lumières peut prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel qui reste fermé à toutes les manifestations traditionnelles de croyance. Les méditations pascaliennes proposent donc une lecture apparemment très sombre de cet impérialisme de l'universel hérité des Lumières. Et pourtant, et j'aurais même pu vous citer des formules encore plus virulentes. Mais justement, il ne faut pas se contenter de ces formules chocs. Car au fond, l'ambition de Bourdieu était bien de se réapproprier l'universel, de lui redonner sa charge émancipatrice, justement grâce à une sociologie critique de ce qu'il appelle l'impérialisme universaliste. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bourdieu fait retour une dernière fois, donc dans son cours sur Sciences de la science, à cette question en lui donnant encore une autre inflexion dans un contexte où il lui semblait au tout début des années 2000 de plus en plus nécessaire de défendre la scientificité de la science et tout particulièrement des sciences sociales contre ce qu'il voyait comme un péril postmoderne et relativiste grandissant. Vous voyez, au fond, il est toujours entre deux adversaires, l'idéologie scientiste qui lui semble être une forme de fétichisme de la raison et de l'autre côté le relativisme, et selon les contextes, il appuie plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Il s'agissait donc pour lui désormais de réaffirmer la capacité de la science à produire des vérités universelles. Il écrit « Comment est-il possible ?» Et ça, c'est sa grande question. Comment est-il possible qu'une activité historique, inscrite dans l'histoire, comme l'activité scientifique, produise des vérités transhistoriques, indépendantes de l'histoire, détachées de tout lien avec le lieu et le moment, donc valables éternellement et universellement? Alors, la réponse, je simplifie, mais la réponse tenait en 2 points à ce moment-là. Premièrement, l'autonomie du champ scientifique, qui permet aux théories passées par le tamis de la discussion entre pairs d'accéder à un statut supérieur, sans se réduire aux intérêts des savants ni aux conditions historiques de leur élaboration. Ce qui conduit, je vous le rappelle, Bourdieu a parlé à ce moment-là positivement d'un corporatisme de l'universel. Il utilisait cette formule, corporatisme de l'universel, formule très frappante, qui dit quoi? C'est justement, il y a un universel, non pas parce qu'il y a un savant qui tout seul est capable de penser un transcendantal de la raison, mais parce qu'il y a des dynamiques d'une communauté savante qui constituent un champ de rivalité et de concurrence, mais dont le fonctionnement, parce que ce champ est autonome, et c'est pour ça qu'il doit y avoir un corporatisme, pour que ce champ soit autonome, produit justement des vérités universelles. Et il fait d'ailleurs à ce moment-là une petite plaisanterie, il dit que pour être reconnu comme mathématicien, il faut avoir fait des mathématiques, et il ajoute, on ne peut pas prétendre arriver dans un congrès de mathématiciens et démontrer un théorème parce qu'on a un revolver. Revoilà Yannick. Cette fois, c'est Yannick mathématicien. De même qu'on ne peut pas, parce qu'on a un revolver, prétendre être auteur dramatique. Deuxièmement, donc premièrement, l'autonomie du champ. Deuxièmement, deuxième réponse, la réflexivité du savant. Ce que Bourdieu appelait aussi le fait d'objectiver le sujet de l'objectivation, je vous ai dit qu'il aimait bien ce genre de formule, c'est-à-dire le fait que le savant, et tout particulièrement le chercheur en sciences sociales, doit s'appliquer à lui-même sa propre méthode, de façon à prendre conscience des déterminations sociologiques dont il est l'objet, et ainsi réussir à s'en extraire. Alors je ne discute pas aujourd'hui pour savoir si cette réponse est suffisante, si elle est convaincante. Il existe au demeurant d'autres modèles pour penser la façon dont la science peut produire de l'universel, notamment par exemple en entrant dans les procédures précises de construction des faits scientifiques dans les laboratoires, ou encore en faisant davantage confiance au savoir profane. De même, Bourdieu sans doute sous-estime le rôle du droit qui permet de garantir l'autonomie normative de la science en l'instituant, et je vous renvoie ici encore au cours de Samantha Besson que j'ai évoqué tout à l'heure.
Cela aurait été en quelque sorte, ce pas aurait été en quelque sorte l'aboutissement logique du parallèle que faisait Bourdieu entre le droit et les sciences, mais s'il ne l'a pas fait, c'est sans doute parce que cela ne correspondait pas à sa conception de l'autonomisation des champs comme un phénomène historique autorégulé. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait en m'arrêtant un peu sur ce parcours, enfin en faisant ce parcours dans les textes de Bourdieu, c'était d'une part de montrer que la question de l'universalité de la science pose un problème théorique fondamental auquel les sciences sociales ne peuvent éviter de se confronter, et que ce faisant, elle rencontre presque immanquablement l'héritage des Lumières. Et deuxièmement, que cet héritage est toujours indissociablement politique et scientifique. L'affirmation de l'universalité de la science et celle du droit sur lequel repose l'État moderne étant les deux figures modernes de l'intérêt au désintéressement. La question de l'universalité de la science dans ses résultats, dans ses acteurs et dans ses bénéficiaires est donc toujours une question politique. Alors, que ce soit chez Merton ou chez Bourdieu, la question de l'universalité de la science laisse néanmoins en suspens un non-dit. Il révèle une absence, auquel vous avez peut-être été sensible. Où sont les femmes? Quelle est leur place dans un univers scientifique qui est peut-être dévolu à l'universel, mais un universel défini depuis les débuts de la révolution scientifique, et plus encore au XVIIIe siècle, comme essentiellement, presque exclusivement masculin. Et si la question de l'universel dans les sciences est une question politique, une question qui a à voir avec l'État et avec la démocratie, comment les femmes au XVIIIe siècle ont-elles négocié leur place dans des mondes scientifiques au moment même où l'universalisme des droits de l'homme semblait les exclure paradoxalement de la citoyenneté? Je renvoie au cours de l'an dernier. Alors cette question, je l'ai abordée il y a quelques mois, ici même dans le cadre du colloque de rentrée qui était consacré au rapport entre genre et société, genre et science, et je voudrais y revenir pour finir ce cours en développant un point que je n'avais pas eu le temps, sur lequel je n'avais pas eu le temps d'insister. Je rappelle très rapidement que les femmes étaient exclues de toutes les institutions scientifiques à l'époque moderne, des universités comme des académies, sur le modèle de ce que la philosophe Michel Le Deuf a appelé la clôture masculine du savoir, dans son livre « Le sexe du savoir ». Le XVIIIe siècle n'a rien arrangé, bien au contraire, les femmes étant désormais cantonnées à des rôles annexes ou domestiques, leur contribution à la science étant peu reconnue, invisibilisée, voire moquée. De nombreux savants et philosophes ont alors défendu l'idée que la science était une activité essentiellement masculine, que les femmes ne pouvaient y contribuer que marginalement, que leur rôle était au mieux celui d'amatrices éclairées et curieuses, encourageant les savants, les protégeant et les admirant. L'universel, justement, c'est-à-dire la reconnaissance rationnelle des lois naturelles, relevait de l'esprit masculin, tandis que les femmes étaient renvoyées dans l'ordre de la subjectivité, du sentiment et du particulier. L'exclusion des femmes en dehors des mondes savants n'était plus justifiée par la théologie ou par l'ordre social traditionnel, mais bien par la science elle-même. Ça, c'est un point fondamental que je ne développe pas. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, à l'enregistrement du colloque qui est en ligne et surtout, puisque j'avais fait quand même un travail surtout de synthèse, et donc surtout aux nombreux travaux menés dans ce domaine depuis une vingtaine d'années par des collègues historiennes des sciences. Alors quelques femmes, néanmoins, au XVIIIe siècle, ont fait exception. La plus célèbre d'entre elles, Émilie du Châtelet, fut une physicienne et une théoricienne éminente. Elle a eu la chance de recevoir une éducation très complète, notamment en mathématiques et en latin, ce qui était rare à l'époque, et de bénéficier d'une grande autonomie financière. Dans les années 1730, Émilie du Châtelet s'est passionnée pour la physique nouvelle. Elle a entrepris la traduction des Principia Mathematica de Newton, mais elle ne s'est pas contentée de cette entreprise déjà colossale. Elle a aussi cherché à offrir une synthèse philosophique
permettant de faire entrer la physique de Newton dans le cadre de la métaphysique de Leibniz. C'était l'ambition de ces institutions de physique, parues en 1740, qui lui ont valu une renommée européenne. Voltaire avait pour elle une profonde admiration intellectuelle, au-delà de son attachement affectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai remis un instant le frontispice des éléments de la philosophie de Newton, que je vous ai montré déjà tout à l'heure, donc que je vous remontre encore une fois, puisque la muse qui renvoie la lumière venant de Newton vers le philosophe Scribe, c'est justement Émilie du Châtelet. Alors, je vais finir par cela, comment percevait-elle le caractère ambigu de sa position de femme dans un univers savant, essentiellement masculin, où les femmes étaient tenues en suspicion? Alors, pour le savoir, on peut se tourner vers un texte resté manuscrit de son vivant. Vous savez certainement qu'elle est morte en couche en 1749, au grand désespoir de Voltaire, d'autant que l'enfant qu'elle portait n'était pas le sien. Mais ce texte, le texte d'Émilie du Châtelet, donc c'est une préface à la traduction de la fable des abeilles de Mandeville. Traduction qu'elle a faite, qu'elle n'a pas publiée, elle avait écrit un avant-propos dans lequel elle proteste contre, je cite, « le préjugé qui nous exclut si universellement des sciences ». Fin de la parenthèse, de la citation, donc elle refuse d'entériner l'hypothèse d'une différence de capacité intellectuelle entre hommes et femmes, qui relève donc pour elle du préjugé, et elle dénonce, je cite encore, un abus qui retranche, pour ainsi dire, la moitié du genre humain. Un abus qui retranche la moitié du genre humain. Ce vocabulaire du genre humain, on le retrouve quelques lignes plus loin lorsqu'elle appelle à faire bénéficier les femmes de tous les droits de l'humanité et surtout de ceux de l'esprit. Alors on ne peut qu'être frappé par le recours que fait Émilie du Châtelet au langage politique de l'égalité des droits, comme si elle anticipait déjà sur les combats des féministes comme Olympe de Gouges ou Mary Wollstonecraft, un demi-siècle plus tard, sous la Révolution française. Alors certes, il s'agit ici des droits de l'esprit et non des droits de citoyenneté, à moins de prendre au pied de la lettre l'image de la République des lettres. Il reste que la métaphore politique est particulièrement appuyée puisqu'Émilie du Châtelet s'étonne, dit-elle, que les femmes puissent gouverner et régner dans certains pays, mais non être élevées à penser. Alors vous voyez, entre le sexe du savoir et le sexe du pouvoir, la distance n'est pas si grande qu'on l'imagine. Très vite, c'est le registre de l'égalité des droits qui s'impose comme le vecteur d'une participation universelle des femmes à la pratique scientifique, contre l'universalisme surplombant qui sert les intérêts des hommes et des institutions scientifiques. Eh bien, Émilie du Châtelet, elle, utilise un langage critique de l'universel qui prend appui sur une injustice flagrante, un abus, dit-elle, et propose un progrès dans l'ordre de l'égalité, une universalité d'ordre supérieur, si vous voulez, qui ne relève pas du consensus, mais au contraire de l'utopie sociale et politique au nom des droits de l'humanité. Face au constat que les savantes, qu'on lui oppose, le fait que les savantes sont peu nombreuses, vieil argument, eh bien, qu'elles ont peu contribué dans l'histoire à la science, eh bien, elle affirme hautement le principe de l'universalité des intelligences et affirme que les différences actuelles de son temps, constatées entre hommes et femmes, ne sont que le fruit de l'éducation, qu'elles n'ont donc rien d'universel, mais qu'elles sont le résultat d'une injustice historique, injustice qu'il faut réparer. Elle met donc au défi les savants de son temps qui seraient en désaccord de proposer une explication scientifique, naturelle, à l'inégalité des compétences intellectuelles. Elle écrit « Je laisse aux naturalistes à en chercher une physique, l'explication, mais jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvée, les femmes seront en droit de réclamer contre leur éducation. » Et d'autre part, et ça c'est très intéressant, elle s'imagine en souveraine, décrétant l'égalité des droits intellectuels et donc de l'égalité entre garçons et filles.
Et elle écrit « Pour moi, j'avoue que si j'étais roi, je voudrais faire cette expérience de physique. » Et l'expérience de physique, c'est de donner exactement la même éducation à toutes les filles et à tous les garçons. Alors, avec humour, elle ajoute que ce projet utopique paraîtra digne de l'abbé de Saint-Pierre, dont vous savez que le projet de paix perpétuelle avait acquis une réputation chimérique. Mais le point important ici, c'est que la métaphore s'est inversée. Alors que le langage politique de l'égalité des droits permettait de penser l'accès des femmes à l'éducation, c'est maintenant le langage de l'expérimentation savante, une expérience de physique, qui sert à qualifier la réforme politique envisagée. On ne saurait mieux dire que l'accès des femmes à la science est politique, ou plus exactement, que les enjeux savants et politiques sont fondamentalement imbriqués. Alors il est temps de conclure. Vous l'avez compris, cette séance visait à montrer que la question de l'universalité de la science ne saurait être une question strictement épistémologique, qu'elle est foncièrement politique, qu'elle a été pensée comme telle dès le XVIIIe siècle, dès lors qu'il s'est agi de penser des lois universelles de la nature accessibles à tous. Très vite, cette universalité présumée s'est heurtée aux logiques nationales, voire impériales, pour le contrôle du savoir, aux exclusions multiples dont certaines catégories ont été victimes, et enfin peut-être à la question essentielle de savoir si l'universalisme de la science n'était pas un nouvel instrument de pouvoir au service d'une nouvelle élite, celle des savants. Comment concilier universalisme scientifique et démocratique? L'un et l'autre sont-ils nécessairement liés ou peuvent-ils s'opposer? Ce sont des questions auxquelles la sociologie des sciences, au XXe siècle, de Merton à Bourdieu, n'ont pu échapper. Alors, vous aurez remarqué que, comme souvent, j'ai sauté à pieds joints par-dessus le XIXe siècle. Ce ne sera plus possible, puisque à partir de la semaine prochaine, c'est le XIXe siècle qui nous attend. Ce seront aussi, j'ai voulu poser dans ces deux séances, la semaine dernière et aujourd'hui, quelques jalons plus théoriques, en dialogue la semaine dernière avec la philosophie, aujourd'hui avec la sociologie. Nous allons maintenant, à partir de la semaine prochaine, nous attacher à des séquences historiques plus circonscrites. Et donc, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.